La Russie accuse Kiev d'être en train de planifier une opération sous faux drapeau visant à discréditer la Russie juste avant la rencontre prévue en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Oui. À cette fin, le 11 août, le service de sécurité d'Ukraine a transporté en voiture un groupe de journalistes de médias étrangers vers la ville de Tchougouïev, dans la région de Kharkov, sous le prétexte de préparer une série de reportages sur les habitants de la ville près de la ligne de front. Juste avant le sommet de vendredi, les forces armées ukrainiennes ont planifié une frappe provocatrice à l'aide de drones et de missiles sur un quartier résidentiel densément peuplé ou sur un hôpital afin de faire un grand nombre de victimes parmi la population civile, laquelle devrait être immédiatement documentée par les journalistes occidentaux amenés sur place. Actuellement, Kiev, Zelensky et ses amis européens sont en train de planifier le sabotage de la rencontre entre Vladimir Poutine et Trump. Donald Trump, on le sait, a pour priorité en politique étrangère d'engager une confrontation contre l'Iran et de contenir la Chine. Dans cette optique, il envisagerait un accord de paix avec la Russie. Du point de vue du Pentagone, l'objectif stratégique d'encercler le territoire russe pour pouvoir freiner toute expansion est déjà atteint. Tandis qu'au Congrès et au Sénat, il y a beaucoup qui considèrent que le conflit en Ukraine est devenu un gouffre financier qu'il faut clore au plus vite. La rencontre en Alaska, prévue ce vendredi, doit donc porter sur la recherche d'issues au conflit en Ukraine. Zelensky, de son côté, sait que la fin de la loi martiale va impliquer forcément la tenue d'élections présidentielles et donc la perte de son pouvoir absolu. C'est pourquoi un éventuel compromis Trump-Poutine pourrait être saboté par un plan conjoint entre lui, la Pologne et les services secrets britanniques visant à entraîner tout l'OTAN dans un conflit ouvert contre la Russie. Vous comprenez en partie pourquoi est-ce que c'est l'Alaska qui a été choisi. C'est pour avoir un contrôle total de la situation et éviter un maximum qu'un incident provoqué ne vienne tout gâcher. Parmi les actions de sabotage envisagées, il y aurait des opérations sous faux drapeau, comme la destruction de la centrale nucléaire de Tchernobyl, précédée par une récente attaque de drones attribuée à Moscou, ou encore des frappes de missiles contre la centrale nucléaire russe de Kouchakov, dans la région de Koursk. Les tirs de missiles sur le territoire polonais ou encore roumain sont également évoqués. C'est envisagé. J'ai non pas exclu cette possibilité. Pourquoi? Parce que cet incident, faussement attribué à la Russie, va forcer directement la Grande-Bretagne, la Pologne, la Roumanie, les États baltes et par extension l'ensemble de l'OTAN à entrer officiellement en guerre contre la Russie. Ce qui va immédiatement enterrer toute perspective de paix et assurer à Zelensky le maintien de son autorité. Vous avez décortiqué à plusieurs reprises cette future rencontre en Alaska. Vous avez plongé dans les préparatifs de celle-ci. Est-ce que vous pensez que la dernière nouvelle qui vient de tomber donc, concernant cette possible provocation de Kiev visant à tuer des civils la veille de ce sommet, est-ce que c'est dans le style ukrainien? Est-ce que c'est dans le style du régime de Kiev qui justement n'a pas été invité à ces discussions? Ah oui, absolument. Et d'ailleurs, on a déjà vu plusieurs cas dans le passé, mais on va bien sûr y revenir. Mais avant toute chose, je vous propose d'analyser tout d'abord le contenu de ce message du ministère russe de la Défense. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est que donc, les journalistes ont été envoyés dans la zone pas très loin de la ligne de front. Et plus précisément, il s'agit de la ville Tchougouïev. Si vous regardez la carte, c'est pas très loin de la ville de Kharkov. Et donc, comme on dit, dans quelques jours, il y aura une provocation avec beaucoup de victimes, une provocation qui va certainement avoir lieu dans une ville peuplée de beaucoup de monde. Donc, il y aura... Et qui serait remis évidemment sur le dos de l'armée russe. Effectivement, donc c'est la Russie, c'est toujours la méchante Russie qui frappe et qui bombarde les civils. Donc c'est le narratif qu'on entend depuis 2022, depuis le début de l'opération militaire spéciale, même avant. Mais je vous propose donc d'écouter ce commentaire du ministère russe de la Défense et ensuite on va essayer de l'analyser. À cette fin, le 11 août, le service de sécurité d'Ukraine a transporté en voiture un groupe de journalistes de médias étrangers vers la ville de Tchougouïev, dans la région de Kharkov, sous le prétexte de préparer une série de reportages sur les habitants de la ville près de la ligne de front. Juste avant le sommet de vendredi, les forces armées ukrainiennes ont planifié une frappe provocatrice à l'aide de drones et de missiles sur un quartier résidentiel densément peuplé ou sur un hôpital afin de faire un grand nombre de victimes parmi la population civile, laquelle devrait être immédiatement documentée par les journalistes occidentaux amenés sur place.
Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout la première fois que cela se produit. Souvenons-nous, par exemple, les négociations de paix au tout début du conflit, en fait. En 2022, souvenez-vous, il y avait des négociations de paix, d'abord à Minsk, ensuite à Istanbul. Et puis, vous avez certainement entendu que Boris Johnson était venu à Kiev pour dissuader Kiev de signer les accords de paix avec la Russie. Et d'ailleurs, il faut bien le dire, les conditions étaient beaucoup plus favorables en 2022 pour l'Ukraine. Mais on ne peut pas l'expliquer comme ça à sa population que l'on refuse d'un coup les négociations avec la Russie. Eh bien, ils ont procédé à la provocation de Boutcha. Vous avez certainement vu ces images absolument terrifiantes, des corps sur les rues. Je pense qu'il s'agit vraiment d'un exemple classique de ce que c'est que fake news, en fait. Parce que vous savez bien que les forces russes se sont retirées de la ville le 30. Et puis, le 31, il y avait le maire de cette ville qui était très content, qui a déclaré devant la caméra que les forces russes sont parties de la ville. Aucun mot sur les corps. Et ce n'est qu'ensuite, eh bien, il y a eu des journalistes d'un peu partout dans le monde, les journalistes occidentaux en premier lieu, BBC, souvenez-vous, eh bien, ces images absolument terrifiantes. Et sous prétexte de cette attaque, Kiev s'est retiré des négociations en disant que voilà, la méchante Russie, on ne peut pas vraiment parler aux dirigeants comme ça. Souvenez-vous de cette histoire. Et puis, on a vu les attaques contre les civils comme cela tout au long de l'opération militaire spéciale. Souvenez-vous par exemple de la frappe sur le marché dans la ville de Konstantinovka, par exemple. Une frappe aussi sur l'hôpital d'enfants. Ensuite, il y a eu des preuves qu'il s'agissait vraiment de la faute ukrainienne que russe. Donc, c'est vraiment le narratif de Kiev qui se répète d'un jour à l'autre, qui se répète de temps en temps. Et on le voit bien. Et ce que l'on constate ces derniers jours, c'est une intensification des frappes contre les civils, sur les territoires sous contrôle russe. Et notamment les provocations très dangereuses, les provocations sur la centrale nucléaire de Zaporozhye. Je vous propose d'écouter le commentaire très intéressant à ce sujet qui va clarifier vraiment beaucoup de choses. Mais cette proximité extrêmement dangereuse du périmètre de la centrale, d'environ 700 mètres ou un peu plus, démontre une fois de plus la folie dont font preuve nos adversaires. Nous avons entendu des tirs d'artillerie dans la zone industrielle, à proximité immédiate des lieux où travaille le personnel et où se trouvent les centres de communication. Malheureusement, ces derniers temps, les bombardements intensifs sont devenus constants. Je ne peux pas dire si c'est tous les 2 ou 3 jours, mais c'est très fréquent. Il y a 2 semaines seulement, des civils ont été tués lors du bombardement de samedi, lorsqu'un drone a attaqué une voiture transportant des retraités. Le véhicule des pompiers qui se rendaient sur les lieux a alors aussi été endommagé. Hier, dans un quartier de la ville, il y a également eu un incendie et les drones ennemis ont empêché les pompiers de se rendre sur place. En ce qui concerne la centrale, tout est en ordre. La centrale fonctionne normalement. Le fond radioactif sur le site est dans les normes. C'est une information que nous communiquons quotidiennement, que nous publions sur notre site officiel et que nous transmettons chaque jour aux experts de l'AIEA. L'exploitation de la centrale répond pleinement aux conditions de sûreté. Donc Igor, est-ce que tu penses que justement l'intensification des frappes, il faut le dire, des 2 côtés récemment, est-ce que ça va jouer en faveur ou en défaveur de Kiev? Puisque Donald Trump voit ce conflit d'un œil très différent de ses homologues et de ses collègues européens. La veille, lors de la conférence de presse, il a évoqué notamment sa discussion avec Viktor Orban, que lui, il cite en tant qu'une voie de vérité dans ce conflit. Est-ce que vous pensez que finalement, ce qui se passe aujourd'hui, ça va jouer un tour à Kiev, oui ou non, en Alaska? Il faut dire tout d'abord que pour Kiev, ce n'est pas du tout ce qu'il voulait en fait, parce que qu'est-ce qu'on voit ? Regardons les faits. Eh bien, Kiev n'est pas pour l'instant, il faut bien souligner, pour l'instant, n'est pas invité à la table des négociations. Donc, il n'y aura pas de sommet trilatéral. À en croire les déclarations
du conseiller du président russe. D'ailleurs, Vladimir Poutine a déclaré aussi que pour l'instant, les conditions ne sont pas réunies pour tenir ce sommet trilatéral. Et on voit bien que cette rencontre n'est surtout pas en faveur de Kiev. Pourquoi? Donc, il y a plusieurs raisons. D'abord, la raison politique. Parce qu'on comprend bien que ce sommet sera une excellente occasion pour Vladimir Poutine de livrer sa position et sa vision du conflit en général à Donald Trump sur ses racines, sur son déroulement, sur les possibles solutions, etc. Deuxième aspect, c'est l'aspect militaire. L'Ukraine actuellement comprend que pour l'instant, la situation est vraiment très difficile sur le front. On voit bien que l'armée russe avance sur toute la ligne de front, notamment dans les régions du nord de l'Ukraine, mais aussi, vous savez, récemment, la Russie a libéré Tchassov Yar. Maintenant, la pression s'intensifie sur la ville de Konstantinovka. Et ensuite, à l'horizon, on aura Kramatorsk et Slaviansk. Et puis, on voit certainement ces images de la mobilisation forcée dans les villes ukrainiennes. Donc, on voit surtout que la situation n'est surtout pas en faveur de Kiev sur la ligne de front. Et comment sortir de cette situation? Eh bien, justement, faire des provocations comme cela, en tuant des civils et en disant ensuite que c'est bien la méchante Russie. Donc, en fait, on l'a déjà vécu plusieurs fois lors de l'opération militaire spéciale. C'est pour cela que, cette déclaration est à la fois une surprise et non une surprise parce que on s'attend quand même à une certaine volonté de paix de la part de l'Ukraine, mais de l'autre, donc c'est pas surprenant que Kiev recourt à ces méthodes. Merci beaucoup Igor. Une rencontre en Alaska, donc encourage qu'on va suivre de très près à partir du vendredi après-midi sur notre antenne en direct ensemble, bien sûr. Absolument. Merci encore. Merci pour ce décryptage. Merci. La rencontre entre le dirigeant russe et américain en Alaska a déclenché une agitation quasi frénétique à Paris, à Berlin et dans les autres capitales européennes. Les responsables politiques d'Europe redoutent d'être marginalisés. Ils cherchent désespérément à influencer Donald Trump avant le sommet prévu le 15 août. Les Européens sont littéralement en train de s'agiter comme des poules sans tête. Et ce, à l'approche d'un rendez-vous imminent. Merz a convié Trump, Zelensky et le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, et plusieurs autres dirigeants de l'Union européenne à ces réunions virtuelles de dernière minute, alors que Kiev et l'Europe sont en train de craindre qu'un accord américano-russe ne soit scellé sans leur présence. Ni Zelensky, ni les Européens n'ont été invités au sommet de vendredi. C'est ce qu'a rappelé le quotidien, citant l'aphorisme d'Hans Richard. Si vous n'êtes pas à la table, ce que vous êtes le menu. Et on connaît très bien ce genre d'histoire entre les conférences de Berlin et d'autres réunions au sujet de l'Afrique. Les Africains n'étaient pas à la table parce que c'était eux le menu. Les Européens ne sont même plus dans la cuisine en réalité. C'est une humiliation diplomatique majeure pour les dirigeants de l'Union européenne. En réalité, cette coalition européenne-là, c'est plus une rhétorique que réelle. Parce que très peu d'entre eux sont prêts à engager des soldats sur le terrain. Les exigences européennes sont limpides. Ils veulent être inclus dans les discussions américano-russes, préserver l'intégrité territoriale de l'Ukraine, garantir sa sécurité, maintenir l'aide politique, militaire et économique et aussi poursuivre son intégration dans l'Union européenne. L'exact opposé de ce que la Russie veut, la Russie qui a les cartes en main. Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne, a confirmé lundi que l'Union européenne préparait un nouveau train de sanctions contre Moscou. Mais bien sûr, ils sont déjà à saturation depuis longtemps. Et ils font ça tout en renforçant le soutien militaire et budgétaire à Kiev et en poursuivant son processus d'adhésion à l'Union européenne. Bruxelles compte financer une partie de cette aide grâce aux avoirs russes gelés, dont les revenus ont déjà permis 3 versements à Kiev avec l'argent russe, dont l'argent russe qu'ils ont volé finance la guerre en Ukraine. Après le sommet de l'Alaska, les Européens pourraient donc, et ça, soyez-en sûrs, jouer un rôle de sabotage, de blocage, cherchant à saboter toute initiative réelle de paix. Selon cette analyse, l'équipe de Merz, soutenue par Kiev, Londres, Bruxelles, n'a aucun intérêt à mettre fin au conflit et pourrait recourir à des provocations pour pouvoir maintenir la confrontation avec Moscou.
Vous devez savoir que l'annonce soudaine de la tenue d'un sommet entre Washington et Moscou le 15 août en Alaska a pris de court les dirigeants européens. Un diplomate européen a même prévenu que le continent risquerait de figurer en note de bas de page dans l'histoire. La position de l'Europe est plus précaire que jamais, renforçant l'humiliation et la dépendance vis-à-vis de la puissance militaire et technologique américaine. Dans le même temps, Pékin, en Chine, intensifie sa guerre commerciale en utilisant les terres rares comme levier stratégique, tandis que l'Union européenne se retrouve une fois de plus dans une relation déséquilibrée. L'avenir politique de l'Europe sur la scène mondiale disparaît. Le ministre italien de la Défense a récemment estimé que l'Union avait perdu de son influence, se transformant en un acteur secondaire. En commentant le sommet américano-russe, il a déclaré dans la Stampa que Trump agit en fonction du monde tel qu'il est. Si l'Europe avait un véritable poids en tant que superpuissance, son comportement serait différent. Mais elle a créé les conditions de sa marginalisation politique. Fin de citation. Donc, incapables de parler maintenant, les Européens veulent saboter. Voilà l'Europe dans toute sa laideur.